Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer une catastrophe industrielle absolue qui a failli anéantir toute une partie de cette chaîne d'approvision. Et pour bien saisir l'ampleur de ce qui s'est passé, de cette catastrophe, il faut d'abord qu'on comprenne comment ces missions opèrent en temps normal. Il faut s'imaginer un environnement de travail tellement impitoyable qu'avant même de prendre ton poste, tu dois accepter de modifier ton propre ADN. Ouais, juste pour empêcher tes muscles de se dissoudre. Exactement. Et ça tout en pilotant une espèce d'usine métallurgique géante de 2 kilomètres de long lancée à des milliers de kilomètres heure vers un astéroïde. En fait, chaque composant électronique de pointe qu'on utilise aujourd'hui, Chaque pile à combustible de nouvelle génération. voilà, tout ce qui fait tourner notre monde moderne existe uniquement parce qu'il y a des humains qui vivent ce cauchemar réveillé au quotidien. Mais le dossier qui m'a le plus choqué, c'est celui du mécanicien orbital. Le gars a à peine 27 ans. Chez lui, la pression intracrânienne est devenue tellement forte qu'elle lui écrase le nerf optique. Ses globes oculaires sont littéralement aplatis à l'arrière. La physiologie humaine est sacrifiée sur l'autel de la rentabilité corporative, il n'y a pas d'autre mot. Mais tu sais, au niveau de la pression psychologique absolue, le profil le plus dingue, c'est le CLON, le chef de la logistique et de la navigation orbitale. Ah oui, le gars dans sa cuve. C'est ça. Son poste de travail, c'est pas un bureau ou un siège, c'est une cuve de navigation remplie d'un fluide ultra dense. Mais là où ça devient fou, c'est que ce vaisseau, c'est une mine active. Chaque heure, les écopes magnétiques avalent des centaines de tonnes de roches. Donc la masse du Héphaïstus augmente en permanence. T'as des humains génétiquement modifiés, à moitié aveugles, qui pilotent une usine dans l'espace au milieu de rochers volants à des milliers de kilomètres heure. Et comme ces corps humains sont devenus super fragiles, ils sont incapables de réagir physiquement à un gros imprévu. Les données télémétriques de l'incident nous amènent sur l'astéroïde 889 Hloa. Apparemment, c'était la cible parfaite pour les syndicats miniers. Donc, la procédure standard commence. Le vaisseau déploie une nuée de drones LIDAR pour cartographier la structure interne de l'astéroïde. Le but, c'est de repérer les lignes de faille avant de commencer à percer. Jusqu'ici, tout est normal. Sauf qu'il y a un problème énorme. Les rapports post-incident montrent que le LIDAR a complètement raté une anomalie géante enfouie à 80 mètres sous la surface. Et là, moi je me pose une question en disant ça. Comment est-ce que des conglomérats qui dépensent des milliards peuvent avoir des capteurs qui ratent un truc de la taille d'un immeuble? Le forage commence, les lasers d'ablation découpent la croûte et la température locale monte à des milliers de degrés. Et quand cette chaleur extrême atteint la poche de gaz gelée, ça pardonne pas. Les capteurs ont enregistré une explosion d'une violence inouïe. L'astéroïde, c'est pas juste fissuré, il a littéralement éclaté de l'intérieur. Il s'est scindé en deux énormes masses qui ont commencé à s'éloigner à 12 mètres par seconde. 12 mètres par seconde, ça a l'air gérable dit comme ça. Mais on parle de millions de tonnes de roches denses, l'inertie est gigantesque. Pour forer, le Héphaïstus s'était ancré à la surface. Avec 4 câbles de remorquage en nanotubes de carbone. Les forces en jeu sont impensables. Les schémas montrent que l'épine dorsale du vaisseau a subi une contrainte de torsion de 340%. L'IA de navigation recevait des données qu'elle jugeait absurdes. Elle voyait ses ancrages gauche partir dans un sens et ses ancrages droits partir dans l'autre. Sauf que dans son programme, elle est attachée à un seul astéroïde solide. Et face à ça, l'IA panique pas. Elle applique la procédure de sécurité ultime, le fail-safe lock. Donc, au lieu de larguer les amarres, elle bloque complètement les treuils. Elle a littéralement condamné le vaisseau à être déchiré en deux. C'est là qu'il a fallu une intervention humaine désespérée. Le directeur des opérations, depuis son poste en réalité augmentée, a compris que l'IA était dans les choux. Il a réussi à contourner le système central pour faire sauter manuellement les boulons explosifs des amarrages. La transcription à ce moment-là est étouffante. Ils ont un câble indestructible, ultra tendu qu'ils ne peuvent pas couper au laser. L'IA refuse d'utiliser les bras mécaniques et ils ont moins de 40 secondes avant l'impact fatal. L'ingénieur en chef, le fameux CE, sort complètement des protocoles et pirate un drone lourd. Le CAE prend les commandes de ce monstre, allume les propulseurs à fond et l'envoie en mode kamikaze directement contre le câble tendu. L'impact de 40 tonnes fracasse le câble, mais l'énergie relâchée est tellement violente que le câble fouette la coque et détruit presque 40% du réseau avant du vaisseau. Mais le lien est rompu.
Le vaisseau n'est plus écartelé, mais il est attaché par la poupe à un bloc de plusieurs millions de tonnes et il est traîné hors de son axe. Et surtout, il est traîné directement sur une trajectoire de collision frontale avec le fragment principal de l'astéroïde. Et là, le navigateur, le CLON, calcule instantanément une échappatoire et déclenche une accélération nucléaire d'urgence avec l'hélium-3. Le Héphaïstos échappe à la collision à quelques secondes près. Le niveau de stress, c'est juste inimaginable. Mais une fois le calme revenu, le bilan de ces quelques minutes de chaos va littéralement forcer l'industrie à se structurer. Le premier truc qu'on voit dans les mémos, c'est le bilan humain. C'est un miracle, il y a eu 0 mort. Et au niveau matériel, ils ont dû larguer 600 000 tonnes d'osmium et de palladium purifié dans l'espace. Ce qui équivaut au PIB de plusieurs pays. Mais pourquoi larguer la cargaison au lieu de la ramener? Le vaisseau était plein à craquer. Pour que l'accélération d'urgence soit assez forte pour éviter la collision, il fallait absolument réduire la masse globale du vaisseau instantanément. Larguer la cargaison, c'était la seule variable qu'il pouvait ajuster en temps réel. C'est vraiment le paradoxe absolu de cette histoire. D'un côté, au niveau micro, t'as des individus qui sacrifient leur santé, leur vue, leur ADN, juste pour survivre à la brutalité de l'espace. Et de l'autre, au niveau macro, ces sacrifices forgent des lois géopolitiques qui redessinent le pouvoir entre la Terre et Mars. Ce qui amène une vraie question pour terminer. Si l'économie de la Terre entière est tellement fragile qu'une simple erreur de capteur sur un caillou lointain peut désintégrer 600 000 tonnes de ressources et presque déclencher une guerre orbitale, qu'est-ce qui va se passer quand la prochaine faille invisible ne sera pas cachée sous la croûte d'un astéroïde, mais qu'elle se trouvera directement au cœur de ce système géopolitique monopolistique ultra-militarisé? Une idée sur laquelle je vous invite vraiment à méditer. Et là, moi, je me pose une question en disant ça. On mange quand? J'ai faim. 600 000 tonnes de minerais, ça fait combien en piscine olympique? Qu'est-ce qui va se passer quand la prochaine faille invisible ne sera pas cachée sous la croûte d'un astéroïde, mais qu'elle se trouvera directement au cœur de ce système géopolitique monolopisico, monopolistique?